Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire sur la collecte des sachets d'ATPE. ATPE, c'est les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. On va encore attendre quelques minutes. Je vois que différentes personnes arrivent, donc on attend quelques minutes, 5 minutes, pour que tout le monde nous rejoigne. Merci. Voilà, bonjour. Donc, on va commencer notre webinaire sur la collecte des sachets d'ATPE. Donc, l'ATPE, c'est les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi qui sont très, très utiles et très efficaces dans le cadre de la nutrition de la nutrition des enfants mal nourris, mais en même temps, en étant très résistants, ils, euh, ils engendrent une certaine pollution. Donc, on va commencer par quelques petites indications techniques. Donc, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube plus tard. Donc, vous avez le lien en bas de l'écran. Le son et la vidéo sont désactivés. Voilà, donc pour poser les questions, vous écrivez ça dans la section Q&A et après on les lira ensemble. Et une traduction en anglais est disponible via Zoom. Vous pouvez aussi activer les sous-titres. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez une petite flèche afficher les sous-titres. Donc, vous cliquez dessus et puis après, vous sélectionnez la langue parlée, donc le français, et la langue dans laquelle vous souhaitez faire la traduction. Voilà, donc pour présenter le programme de ce webinaire qui va à peu près durer 1 heure et demie. Donc, une petite introduction et des présentations de 10 minutes. Après, une introduction au projet et au contexte, la mise en œuvre du projet au Burkina Faso qui sera suivie d'une séance de questions-réponses. Ensuite, on passera à la mise en œuvre du projet au Tchad avec des questions-réponses et on finira par une conclusion générale. Nos intervenants d'aujourd'hui, donc il y a Jérémy Coutel qui est chef du projet Action environnementale chez Alima, le docteur Noufou Oudraogo qui est chef de projet
au Burkina Faso pour le consortium Keogo, SOS Médecins Burkina Faso et Alima. Moussa Traoré, qui est assistant du coordinateur logistique, également au Burkina Faso pour le consortium, Keogo, SOS Médecins Burkina Faso et Alima. Et enfin, Kevin Nagoudé, qui est coordinateur logistique au Tchad pour un consortium Alerte Santé Alima. Donc, hein. Voilà, on se présente un peu. Le Climate Action Accelerator, c'est une initiative à but non lucratif. On est basé à Genève. Notre mission, c'est de mobiliser une masse critique d'organisations pour mettre en œuvre des solutions climatiques, augmenter la résilience et contenir le réchauffement sous les 2 degrés Celsius. Donc, notre objectif, c'est de rendre possible la résilience et donner des moyens aux organisations pour limiter les impacts environnementaux et climatiques. Ensuite, ces organisations seront entraînées et seront nos ambassadeurs du changement climatique en entraînant un écosystème autour. Et après, construire une communauté de partage où les solutions sont mises en commun et servent à tout le monde. Donc, voilà, alors, on a un certain nombre de partenaires. On a une trentaine de partenaires à bord. Vous les voyez tous ici. Ça va des grosses ONG internationales à des ONG plus petites nationales, à des donneurs. Donc, c'est notre écosystème actuel. Ce webinaire se passe dans le cadre de cycles collectifs qu'on a mis en place, que le CA a mis en place en collaboration avec Alima. Donc, ce sont des cycles collectifs avec des organisations au départ partenaires d'Alima nationales, donc Alerte Santé, BFM, Keogo, SOS Médecins, CPSP. Donc ça a été notre premier cycle collectif et on a un second cycle collectif en cours avec 8 acteurs, donc essentiellement basés en Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu un premier webinaire la semaine dernière sur les feuilles de route faites pour ces acteurs-là. Le webinaire est disponible sur notre site. Hein. Voilà, donc je vais laisser la place à Jérémy Coutel, qui est donc le chef de projet environnement d'Alima, qui va nous présenter le projet dans son ensemble. À toi, Jérémy. Oui, bonjour Pascal, bonjour aux collègues du Climate Action Accelerator et bonjour à tous les participants et les participantes. On est ravis d'être invités pour parler de ce projet qui nous tient à cœur, qui a été vraiment une des premières activités concrètes qui a été lancée par Alima au moment de l'adoption de sa feuille de route environnementale que vous voyez affichée là sur l'écran et qui nous a permis vraiment de nous lancer dans ce grand chantier de la réduction de nos sources de pollution. Donc peut-être qu'avant de rentrer vraiment dans le détail pratique et technique du projet, je voulais resituer la manière dont il s'inscrivait dans nos stratégies globales et reparler un petit peu de l'historique et des perspectives de ce projet qu'on appelle donc nous en interne le projet plastique. Plastique avec un K, voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'idées pour être créatif. Donc c'est tout ce qu'on a trouvé.
En décembre 2021, on a adopté notre première feuille de route environnementale. Donc, on était très fiers de ce travail qu'on a mené conjointement avec le Climate Action Accelerator et qui est vraiment encore aujourd'hui le document de référence pour guider notre action environnementale et climatique. Elle se focalise principalement sur la réduction de nos sources de pollution, donc décarbonation, réduction des gaz à effet de serre, mais elle a une approche un petit peu plus large que ça, puisqu'elle reste aussi la question de la ressource en eau et de la réduction de nos déchets. Alors, à Lima, on est une ONG médicale, hein, donc on parle beaucoup de déchets biomédicaux, infectieux ou pas, mais pas seulement. Les déchets domestiques, plastique, aluminium, carton, sont également adressés par des solutions dans cette feuille de route. Et donc voilà, ce document, c'est vraiment, je dirais, le cadre stratégique global dans lequel s'inscrit le projet dont on va parler aujourd'hui. Ce que je veux juste mentionner ici, c'est que voilà, ça fait bientôt 4 ans qu'on a adopté cette feuille de route. On s'était donné des indicateurs et des objectifs à 2030. Donc on est dans un processus de mise à jour, d'actualisation de ce travail-là. Et on va publier une version 2 de cette feuille de route probablement au premier trimestre 2026, dans laquelle voilà, il y aura tout un tas de mise à jour sur les objectifs, sur les indicateurs, sur les solutions, de manière à les transposer de manière beaucoup plus opérationnelle, fort de tout ce qu'on a pu apprendre en termes d'implémentation dans les 3-4 dernières années. Et on va également y intégrer tout un volet adaptation des soins au changement climatique, voilà, qui manquait cruellement à notre approche depuis quelques années. Donc voilà, tu peux passer la slide suivante, Pascal. Nous, dans ce travail-là, on s'est très vite dit qu'il fallait qu'on aille rapidement sur des solutions à fort impact qui puissent être déployées et passer à l'échelle assez rapidement et qui puissent également embarquer nos collaborateurs, nos collaboratrices dans une dynamique assez vertueuse. Et pour ça, il fallait qu'on aille vraiment sur des actions qui parlent au plus grand nombre et qui peuvent être vraiment, enfin, qui peuvent vraiment euh, avoir un impact en fait visuel, perceptible, assez rapide. Donc, on a identifié sur la question de la réduction des déchets 2 items qui, pour Alima, donc je ne l'ai pas dit, mais Alima, on intervient dans à peu près un peu moins de 15 pays, principalement en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et en Haïti, et un petit peu en Afrique de l'Est, sur la prise en charge de la malnutrition, la réponse à des urgences, la réponse à des fièvres hémorragiques virales, à des maladies émergentes comme la fièvre vallée du Rift, comme la fièvre de Lassa, comme Ebola, etc. Mais vraiment, le cœur historiquement de notre expertise, c'est la malnutrition. Et donc, on a identifié deux items qui vraiment parlent à tout le monde chez Alima parce qu'on on les voit tous les jours. C'est les ATPE, donc les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, et notamment ce que vous voyez là à l'écran, qui est le Pumpkin Nut. Donc, c'est de la pâte d'arachide thérapeutique qui est en fait administrée aux enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aiguë, modérée ou sévère. Et ça, vraiment, c'est un item sur lequel est basée notre réponse médico-nutritionnelle d'urgence dans des contextes de famine, dans des contextes de crise alimentaire très graves. Par ailleurs, c'est des items qu'on achète en masse chaque année. Hein. Chaque année, on achète à peu près 2 millions de sachets, de petits sachets individuels comme ça, de doses individuelles de Pumpkin Nut. Donc vous imaginez ce que ça représente généralement. Le circuit, c'est que les patients viennent nous consulter en hôpital ou centre de santé. La malnutrition est diagnostiquée. Et puis derrière, il y a un suivi et les patients reçoivent, donc généralement les enfants, par l'intermédiaire de leurs parents, vont recevoir ces dosettes. Et donc, quand on ouvre ce sachet, le sachet, généralement, il est rejeté par les parents dans la nature, à défaut d'avoir des circuits de collecte structurés, des filières de valorisation de ces déchets-là efficientes. Généralement, ces sachets-là sont jetés dans la rue, ça finit dans les cours d'eau, ça finit dans les sols, etc., etc. Et donc, c'est polluant parce que c'est composé de plusieurs couches d'aluminium et de plastique.
Donc c'est très très lent à la dégradation et ça laisse évidemment plein de traces dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Le deuxième item, et là Pascal tu peux passer la slide suivante, c'est les petits sachets de distribution de médicaments qu'on utilise. Alors il y a plusieurs formats qui existent, mais généralement c'est une petite pochette plastique qui tient dans la main avec une petite zipette pour la refermer. Et c'est là-dedans que nos médecins vont donner des médicaments aux patients. Ça aussi, on en commande plus de 2 millions par an et on en utilise donc plus de 2 millions par an dans l'ensemble de nos pays d'intervention. Donc là aussi, c'est un item assez stratégique pour Alima. C'est vraiment dans le top 10 des produits qu'on achète, qu'on commande auprès de nos fournisseurs chaque année. Donc ça représente vraiment des volumes importants. Donc là, il y avait aussi une volonté d'aller très rapidement sur de l'impact assez important. Tu peux passer la slide suivante, Pascal. Il y a un enjeu pour nous sur ces deux items qui ne tient pas seulement à la réduction de la pollution locale, c'est-à-dire vraiment à la question de la prise en charge et la réduction de ces déchets. Il y a un enjeu aussi pour nous de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Comme beaucoup d'ONG, et pas seulement dans le secteur médical, là ce que vous voyez c'est le bilan carbone d'Alima de l'année 2023. Ce qu'on voit à droite, c'est que nos achats de biens et de services représentent plus de la moitié de notre bilan carbone annuel, de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est presque 52% sur l'année 2023. Et dans ces 52%, vous avez les produits nutritionnels, donc c'est ce dont on parle, les ATPE et notamment le Pumpy Nut, qui représentent un quart à eux seuls de notre bilan carbone, et l'achat de médicaments qui représente aussi une part significative de nos émissions de gaz à effet de serre annuelles. Donc il y avait vraiment un enjeu pour nous de travailler sur ces deux items-là parce que ça présente des effets potentiels vertueux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de déchets. Si tu peux passer à la slide suivante, Pascal. Donc, fort de ce constat-là, nous, on a décidé de présenter, c'était en 2021, une proposition de projet à ECHO pour expérimenter des approches de réduction de ces déchets dans deux districts sanitaires. Le premier, c'était à Ouagadougou, au Burkina Faso, et le deuxième à N'Djamena, au Tchad, dans lesquels Alima intervient depuis de nombreuses années sur la prise en charge de la malnutrition. Et donc là, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, notre objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut contribuer à réduire les pollutions locales de nos projets médico-nutritionnels d'urgence dans ces deux zones. On a depuis cheminé, puisque le financement d'ECHO qu'on a obtenu, qui a duré 2 ans, nous a permis de tester pas mal de choses, mais il a pris fin en 2024. On a eu un soutien suite à ce financement-là d'autres bailleurs, comme le CDCS, comme BHA aussi, qui nous ont permis de poursuivre les activités et d'étendre cette approche à d'autres districts sanitaires dans lesquels on intervient. Je vais y revenir juste après. Donc, globalement, on a tiré pas mal de leçons de ces 2-3 années d'implémentation du projet plastique dans des contextes un peu différents. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui par les voies. Non, tu peux rester, Pascal, pardon, sur la slide d'avant. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui par les voies de nos équipes au Burkina Faso et au Tchad, qui vont rentrer vraiment dans le détail du projet. Moi, je voulais juste revenir très très rapidement en 2 minutes sur ce que moi j'identifie comme vraiment des facteurs de réussite pour ce projet. Le premier, c'est qu'on a vraiment adopté une approche cycle de vie. Donc, on a identifié des actions de réduction de la pollution à tous les niveaux du cycle de vie, à chaque étape du cycle de vie de ces deux items, au moment du sourcing des matières premières par nos fournisseurs, de la production, de la transformation, du conditionnement, de la distribution, de la collecte et du recyclage. Le deuxième facteur de réussite, ça a été la coopération avec les autorités sanitaires qui ont tout de suite perçu la valeur ajoutée de ce projet en termes de réduction de la pollution, mais aussi en termes d'impact sanitaire pour les populations locales. Un autre facteur de réussite, ça a été également le fait qu'on a réussi à sanctuariser des enveloppes budgétaires, même petites, mais qui ont eu un impact, pour soutenir les filières locales de valorisation et notamment de recyclage. On a identifié des partenaires locaux qui ont pris en charge le recyclage de millions de sachets de Pumpy Nut. Et donc, ça nous a permis aussi de les accompagner pour augmenter leur capacité de recyclage, pour monter en
en qualité et en viabilité écologique sur les solutions de recyclage qu'elles proposaient, en termes de sécurité aussi de leur staff et de leurs équipements. Donc ça a été vraiment un facteur déterminant pour la réussite du projet. On ne se limite pas également, on ne se ferme pas aux solutions qui ont déjà été identifiées sur le terrain. On est vraiment dans une approche pilote, c'est-à-dire qu'on va chercher continuellement d'autres solutions alternatives dans la collecte, dans le tri, dans le recyclage de ces déchets qui vont nous permettre de garder nos chakras un petit peu ouverts en la matière. Et là, on est également dans une phase où les équipes, et là je me tourne vraiment vers nos équipes du Burkina Faso pour faire un super travail là-dessus, c'est qu'elles ont intégré progressivement ces activités de collecte, de tri et de recyclage dans leurs projets classiques d'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça repose plus sur des financements spécifiques qu'on a réussi à décrocher auprès de nos bailleurs, mais elles l'ont intégré dans leur planification annuelle, dans leur budgétisation annuelle. Elles l'ont vraiment mainstreamé pour en assurer la durabilité. Et enfin, un autre point important, c'est que ces actions-là présentent des synergies avec d'autres innovations qui sont portées par Alima. Et là, je pense notamment à une innovation qu'on teste depuis plusieurs années et pour laquelle on fait du plaidoyer, qu'on appelle Optima, qui est en fait un protocole simplifié de prise en charge de la malnutrition et qui nous a permis de démontrer qu'on était en capacité de prendre en charge le même nombre de patients atteints de malnutrition, mais avec 2 fois moins de pumping nuts, donc d'ATPE, tout en garantissant évidemment la même qualité des soins, la même capacité de nos patients à sortir de la malnutrition. Et tout ça, en fait, en changeant un petit peu le protocole d'administration des aliments thérapeutiques. Donc ça aussi, ça a contribué en fait en amont à réduire le nombre de déchets, le volume de déchets médico-nutritionnels produits par nos activités. Donc ça, c'est pour les facteurs de réussite. Et après, sur les challenges, évidemment, et là, nos équipes vont en parler, mais on intervient dans des contextes dans lesquels les capacités locales, notamment de recyclage, sont limitées. Alors, au Burkina Faso, il y a un écosystème un peu plus dynamique, un tissu associatif notamment, qui propose plus de choses qu'à N'Djamena. Mais voilà, on n'est pas dans nos contextes européens où on a des filières entières qui sont capables de recycler des milliers ou des millions de tonnes de déchets. On a également une dépendance aux fournisseurs. À la limite de ce projet, c'est que nous, à Lima, on intervient là où on peut intervenir, c'est-à-dire à partir de la distribution des ATPE et des médicaments sur le terrain jusqu'à leur recyclage ou leur élimination en passant par la collecte et le tri. Mais la première source de réduction de l'impact environnemental de ces items-là se situe notamment sur les choix de production des fournisseurs. Et enfin, le dernier défi, et ça on le rencontre partout, hein, et encore plus cette année, avec le tournant qu'a pris la réduction de l'aide publique au développement, c'est la question de l'accès au financement pour nous aider à financer ce genre d'action. Donc voilà, j'en termine un peu avec cette introduction au projet. Pascal, si tu peux juste partager la slide suivante, et j'en terminerai là. C'est pour vous montrer en fait la logique d'expansion dans laquelle on se trouve actuellement sur ce projet plastique. En rouge, vous voyez Ouagadougou et N'Djamena qui sont les districts dans lesquels on a commencé les activités fin 2022-2023. On les a étendus à tous nos projets nutritionnels au Burkina Faso et au Tchad. C'est les petites étoiles oranges que vous voyez. On a également lancé une démarche similaire depuis un an dans notre projet de Bunia, dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, pas loin de Goma. Et ce qu'on prévoit de faire d'ici la fin de l'année, c'est d'intégrer également cette approche, le projet plastique, dans nos projets du nord du Nigeria, dans un projet à Bamako au Mali et dans un projet nutritionnel à Makari dans le nord Cameroun. Parce qu'en fait, on voit que le beau travail qui a été fait par les équipes du Tchad et du Burkina Faso, ça inspire en fait aussi d'autres équipes dans d'autres missions pays d'Alima. Et là, en fait, voilà, la machine est lancée et on se satisfait vraiment de ça. C'est vraiment une belle réussite en interne pour Alima. Donc évidemment, ça ne répond pas à tous les projets, pardon, à toutes les problématiques environnementales, climatiques qu'on rencontre, mais
c'est vraiment une success story, comme on appelle vulgairement ça dans le milieu, pour notre organisation, et on est ravis de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc voilà, je m'arrête là. Désolé, j'ai peut-être été un peu long, Pascal, mais maintenant, je vais laisser la parole aux équipes qui vont pouvoir vous présenter ce qui a été fait de manière très concrète sur le terrain. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Jérémy. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est que au-delà du projet lui-même financé, l'idée fait tache d'huile et se répand aux autres projets, aux autres pays d'Alima et de ses partenaires. Donc, Alima travaille toujours avec des partenaires locaux, que ce soit. Et le fait que ça fasse tache d'huile comme ça, c'est vraiment très intéressant. C'est une des meilleures manières de prolonger le projet de manière durable. Donc maintenant, on va passer à la mise en œuvre de ce projet-là au Burkina Faso. Et donc, c'est l'équipe de Ouagadougou qui va nous présenter ça avec le docteur Noufou, qui est le chef de projet, et Moussa, qui est l'assistant du coordinateur logistique. Je vous laisse la parole, docteur Moussa. Merci bien. Bonjour à tous. Merci bien pour cette invitation à ce webinaire. Je suis Noufou Drago, je suis médecin de santé publique et je suis le coordinateur projet pour Ouaga au compte du consortium Alima Kiego SOS Médecins. Donc, je suis accompagné de mon collègue, je lui laisse se présenter. Effectivement, moi, c'est Moussa Traoré. Je suis assistant au coordonnateur logistique du consortium Alima, Kiego et SOS Médecins aussi. D'accord, merci bien. Pour le projet plastique mis en œuvre au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, dans 6 formations sanitaires, on l'a fait en consortium avec Kiego, qui est une association locale. C'est notre manière d'intervenir et pour partager aussi notre expertise à ces associations locales. En plus de Kiego, c'est SOS Médecins Burkina Faso et avec le Climate Action Accelerator. Slide. OK, donc c'était un projet pilote. Et là, on a l'aperçu global du projet qui a duré 29 mois entre avril 2022 et août 2024. Donc, c'était un projet implémenté dans la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso, plus précisément dans 6 formations sanitaires. Et c'était sous financement ECO. L'objectif de ce projet, c'était d'investiguer, de tester, de documenter et de partager des solutions de réduction de la pollution environnementale locale liée aux emballages plastiques de 2 items. Et c'était essentiellement les ATPE et puis les sachets de reconditionnement. Je pense que Jérémy a largement parlé de cela. Et cela intégré dans la réponse que nous faisons au niveau de l'Afrique subsaharienne, notamment en termes de réponse médico-nutritionnelle. Slide. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons essentiellement, dans les formations sanitaires appuyées, mis en place des espaces verts. Et c'était 6 espaces verts. Donc, chaque formation sanitaire avec un espace vert. Et au niveau de cet espace vert-là, on a mis des permettant à ce que les accompagnants des malades et des mamans, les mamans accompagnant les enfants malnutris, puissent avoir un espace, je vais dire, des poumons dans ces formations sanitaires-là, où ils peuvent patienter. Mais également, au niveau de ces espaces verts-là, on a positionné des bacs de stockage pour les sachets de pamplemousse. Et on a pu également expérimenter une stratégie de collecte et de stockage. Et cette stratégie vraiment a très bien marché. Et jusqu'à présent, on a essayé de vraiment dupliquer cette stratégie de collecte dans nos autres projets et au niveau de la mission Burkina. Slide. Je vais vous parler un peu de cette stratégie, comment ça a marché au cours de la mise en œuvre de ce projet.
Donc, il faut noter qu'il y a eu une forte implication des acteurs étatiques, donc le ministère de la Santé et aussi ses structures périphériques. Et quand on prend une maman, au niveau de la première image ici, quand on prend une maman qui vient au niveau de la formation sanitaire et que l'enfant est dépisté malnutri, c'est-à-dire l'agent de santé va lui remettre le nombre de ppn ou bien d'ATPE, si vous voulez, nécessaire pour la prise en charge de l'enfant jusqu'au prochain rendez-vous. Au Burkina, c'est 14 jours qu'on donne pour le prochain rendez-vous. Donc, la quantité remise correspond à la prise quotidienne jusqu'au 14e jour, qui correspond à la date de consultation de suivi. Donc, quand la maman vient avec l'enfant, l'agent de santé prend le soin d'expliquer à la maman comment la TPE est utilisée, mais qu'après utilisation, ces sachets d'ATPE doivent être retournés au niveau de la formation sanitaire lors du rendez-vous de suivi. Donc, c'est ainsi qu'après les 14 jours, la maman va revenir avec le lot de sachets d'ATPE utilisés qu'elle remet aux agents de santé, et on avait mis des systèmes de collecte et de stockage au niveau de ces formations sanitaires-là. Donc, l'agent de santé récupère exactement le nombre de sachets qu'il avait remis à la maman et remet à nouveau le nombre d'ATPE nécessaire pour les 14 prochains jours. Et c'est ainsi de suite jusqu'à la fin du suivi de l'enfant. Donc, la durée de suivi va dépendre d'un enfant à un autre. Donc, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, voire plus. Et une fois que la maman retourne, et on recommence le cycle à nouveau. Et après la collecte des sachets d'ATPE par l'agent de santé, il y a le stockage qui est fait. Et à partir d'une certaine quantité, on fait le transport. Au niveau on a identifié un prestataire au niveau du pays, un prestataire local. Hein. Et là, c'était aussi un autre volet du projet, notamment d'expérimenter des solutions de recyclage. Si vous voyez les matériaux utilisés pour la conception des sachets d'ATPE, c'est assez difficile à recycler. Donc, on voulait expérimenter quand même des pistes de solutions de recyclage. Donc, quand même, on a pu, au cours de ce projet, expérimenter ce qu'on appelle la pyrolyse. Voilà. Oui, slide. Et durant ce projet, on a pu, si vous prenez, juste un instant pour que j'enlève les... Voilà. Si vous prenez un sachet d'ATPE, ça pèse 3 grammes. Et durant ce projet, on a pu collecter 590 kilogrammes. Donc, vous imaginez un peu la quantité de sachets d'ATPE qu'on a pu récupérer avec ces patients, avec ces accompagnants qui auraient pu se retrouver dans la nature. Et c'est des sachets qui sont très difficiles à être éliminés parce que ça peut durer plus de 10 ans dans la nature. Et la proportion de collecte était de 90,8% de sachets récupérés. Et dit comme ça, vous ne voyez pas, mais si je prends un exemple à faible proportion, sur 10 sachets qu'on remettait, on a pu récupérer les 9. Donc, c'est un sachet peut-être qui nous est échappé. Donc, vraiment, c'était une proportion satisfaisante. Et nous avons dupliqué cette expérience au niveau des autres formations sanitaires. Et comme force au cours de la mise en œuvre de ce projet, c'est la bonne implication des autorités administratives et techniques, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement. Ils ont vraiment approuvé ce projet et ils ont mis les moyens nécessaires pour accompagner. Et d'ailleurs, même, on a des formations sanitaires qu'on appuie. Le plus souvent, quand on discute avec eux, on veut le faire dans une formation sanitaire, ils nous proposent de couvrir toute
tout l'air du district sanitaire. Donc, pour dire vraiment que c'est un projet qui vient répondre également à un besoin qui se faisait ressentir au niveau des autorités sanitaires et des autorités au niveau du ministère de l'Environnement. Et il y a également certaines mesures d'accompagnement que le ministère a eu à prendre, notamment l'interdiction d'utilisation des sachets plastiques. Et ça montre un peu l'engagement du gouvernement d'accompagner des projets qui permettent de sauvegarder l'environnement. Et une autre force de ce projet, c'était la capacité de sensibilisation communautaire. C'est vrai, les agents de santé ont été sensibilisés, mais ils ont porté ce message, ils ont accepté de porter ce message, ils ont compris la cause et je vais dire ils ont compris la nécessité pour nous de pouvoir récupérer ces sachets qu'on allait abandonner dans l'environnement. Et en plus de ça, il y a eu également ce protocole de suivi et de la prise en charge des enfants malnutris qui nous permettait à chaque fois d'avoir des contacts avec l'enfant malnutri et également les parents. Cela a permis vraiment de récupérer de façon plus facile les sachets d'ATPE utilisés. Et également, il y avait cette volonté des autorités de renforcer la traçabilité d'utilisation des ATPE. Parce qu'on a vu dans d'autres pays ou bien dans d'autres localités que ces ATPE pouvaient être détournés. Donc, ça permettait quand même aux autorités d'avoir une traçabilité, d'être sûr que ces ATPE remis aux enfants malnutris ne seront pas utilisés sur le marché et être revendus à d'autres personnes. Donc, tout ça, c'était vraiment des éléments qui ont participé à catalyser vraiment ce projet. Et comme difficulté, c'était beaucoup plus le stockage au niveau des centres de santé et qui n'était pas assez aisé parce que ces centres de santé ne disposaient pas des équipements nécessaires pour pouvoir stocker ces sachets Plumply Nut. Slide. Et cette expérience, nous avons bien voulu partager avec les autres intervenants, que ce soit humanitaire ou bien de développement. Slide, Pascal, s'il te plaît. Voilà, là, c'était lors d'une séance de pyrolyse. On a bien voulu partager l'expérience avec le cluster nutrition. Là, c'est vraiment des partenaires qui font partie du cluster nutrition et ils ont vu un peu la stratégie de collecte qui a été mise en œuvre et également les pistes de solutions de recyclage de ces sachets d'ATPE. Je ne sais pas si Moussa a quelque chose à ajouter. Pour moi, je pense qu'on est à la fin de notre présentation. Non, c'est juste ce que j'ai ajouté sur l'image de fin, comme Dr Noufou l'a dit. C'est un peu des partenaires comme le ministère de la Santé. Il y avait aussi le ministère de l'Environnement qui avait dépêché des agents ce jour-là pour vraiment évaluer l'impact environnemental que cette transformation, cette pyrolyse pouvait dégager. Donc, c'est un peu ça. Et parlons de difficultés aussi, comme dans le prochain et la précédente slide passée, c'est que au niveau du stockage, on avait eu quand même des petites difficultés lors du stockage, comme c'était un projet pilote. Et dans ces centres aussi, on n'avait pas vraiment cette visibilité des locaux, parce qu'on avait voulu à un premier temps faire des points de stockage qui, bon, ça demandait aussi des budgets et nous, niveau interne, on n'avait pas vraiment cette visibilité sur les budgets parce que c'était un peu ça la difficulté. Et vu que les locaux manquaient au niveau de ces structures, on avait commencé à les mettre dans des cartons. Des cartons qu'on essayait de gérer vraiment à ce niveau. Et ces cartons-là, il faut voir que on avait un problème avec vraiment à ce niveau, vraiment au niveau stockage, où ces cartons, il y avait des trucs, des agents qui dilapidaient et certains trucs, certains sachets se perdaient.
Ce qui explique quand même ces 90,8% de collecte qu'on a pu faire sur les 100% au fait. Donc, c'est un peu ça pour ajouter. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. Pascal, je pense que c'est bon pour le projet. Merci beaucoup, docteur Noufou. Merci beaucoup, Moussa. C'est très intéressant. Donc, on voit comment la réflexion sur ce projet a été poussée assez loin, avec beaucoup de problèmes logistiques. Les sachets peuvent venir de très loin. Donc, on a résolu tous ces problèmes de logistique, stockage et bonne conservation sûre aussi. Ça peut poser différents problèmes inattendus et de stocker du matériel comme ça. Voilà, jusqu'à des solutions de recyclage qui sont qui sont toujours à l'état d'étude, de prototypes sur lesquels les équipes travaillent toujours. Donc là, ici, on voit de la pyrolyse, on a fait d'autres choses. C'est un processus de recherche-action. En même temps, on empêche le plastique d'être déversé dans l'environnement. Ça, c'est un gros bénéfice. À partir du moment où le plastique est dans nos stocks, il n'y a plus de pollution plastique. Donc, le bénéfice est là. Et ensuite, on cherche, toutes les équipes cherchent pour trouver une transformation correcte de ces déchets. C'est très complexe, c'est très complexe à ce niveau-là. Et on est dans la recherche. Maintenant, on va laisser, peut-être qu'on peut partir à des questions spécifiques sur ce projet. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Du coup, on a deux questions. La première de Pierre Fengadi qui demande quelle est la cause de 10% de sachets non récupérés. Et puis, je lirai la deuxième, comme ça on pourra répondre en même temps. Il y a Raphaël Dao qui demande est-ce que la présence des prestataires locaux fait partie de vos critères d'identification des zones de déploiement du projet? Et puis, quel type de partenariat établissez-vous avec ces prestataires qui récupèrent des emballages? Voilà, docteur Noufou, Moussa, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à ces questions des participants? Par rapport aux 10% manquants, donc, pour commencer. Pascal? Oui. Nous, on n'attend rien, on n'a pas copié. Ah, d'accord. Là, est-ce que vous m'entendez bien? On m'entend bien ou pas? Oui, c'est bon. Ah, ok. Du coup, la première question, c'était quelle est la cause des 10% de sachets non récupérés? Et puis, il y a une une deuxième question qui a été déjà répondue dans le question-réponse. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez plus de questions, vous pouvez les poser dans la partie de questions-réponses et vous pouvez consulter les autres. Mais voilà. Du coup, la question, c'était quelle est la cause des 10% de sachets non récupérés? Ok, d'accord, merci bien. Par rapport aux 10% non récupérés, c'est comme Moussa l'avait dit. Au fait, c'est au début, on avait quand même cette difficulté de stockage, donc qui ne permettait pas d'avoir à 100% les sachets récupérés. Donc, au début, vraiment, c'était un peu ça. C'est-à-dire, quand les agents de santé récupéraient, ils mettaient dans des cartons et ça fait que non, il y a certains qui étaient soit emportés par le ventilo et des trucs comme ça. C'était vraiment des petites pertes comme ça. Mais la grosse partie, c'était lié beaucoup plus au perdu de vue. Donc, dans la prise en charge nutritionnelle, le plus souvent, il y a, avec les mouvements de population, il y a certains patients ou bien leurs accompagnants qui sont obligés de se déplacer d'une localité à une autre. Donc, si il arrivait que non, la maman devrait se déplacer d'une localité à une autre localité où ce projet n'est pas mené, ça veut dire forcément la quantité qu'elle avait pris pour les 14 jours, ce sont ces quantités qu'on a essayé d'évaluer et puis ça faisait les 10%. Donc voilà un peu des explications qu'on avait trouvées
pour expliquer un peu ces déperditions de 10%. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Peut-être, Jérémy, tu pourrais nous donner les réponses que tu as marquées dans le chat pour certaines personnes qui ont peut-être pas ouvert le Q&R. Si tu peux nous répéter tes réponses, ce serait très intéressant aussi. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'avais une première, je me suis permis de répondre directement dans le chat pendant que les collègues parlaient, mais il y avait deux questions de Théodore qui nous demandait si donc on avait déjà initié ce projet en RDC. Donc oui, on l'a fait dans le district sanitaire de Bunia, dans l'Ituri, dans l'est du Congo. Sur quels critères est basée notre orientation enfin notre choix des zones d'intervention. Donc là, ce que je disais, c'est que en fait, on va tout simplement privilégier les zones dans lesquelles on a des gros projets de nutrition, où on a un gros volume opérationnel, parce qu'en fait, c'est là où nos activités vont générer le plus de déchets, et donc logiquement, c'est là qu'on veut travailler en priorité. Donc c'est surtout ça qui va guider notre choix, plus que le nombre de prestataires disponibles localement, etc. Même si ça fait partie des choses qu'on regarde, on va faire une petite rapide analyse des capacités locales. Donc on va cartographier les acteurs présents qui peuvent nous appuyer sur la collecte, sur le tri, sur le recyclage, etc. Soit dans la zone, soit dans des zones à proximité. Pour vraiment mettre en place des circuits de logistique inversée. On va regarder les vulnérabilités locales aussi, parce que voilà, il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à la pollution locale, ou en tout cas dans lesquelles l'impact environnemental et sanitaire il va être beaucoup plus important. Et dans le cas où on reçoit des financements spécifiques qui vont financer vraiment spécifiquement ces actions-là, comme ça a été le cas pour nous avec ECO, avec le CDCS, en fait, on s'assure qu'on a de la visibilité à moyen ou long terme sur notre présence dans la zone concernée, à travers nos autres financements classiques, à travers nos autres activités régulières, parce que voilà, en fait, pour tout simplement, il faut qu'on ait des activités de nutrition pour mettre en place des activités comme celle du projet plastique. Il y avait, voilà, du coup, j'ai un peu répondu à cette question-là. Raphaël qui demandait si on avait si la présence de prestataires locaux faisait partie de nos critères d'identification pour choisir les zones du projet. Donc oui, en effet, ça fait partie des choses qu'on regarde, mais c'est pas un critère qui va déterminer de manière obligatoire le choix de la zone. Hein. Par exemple, là, toujours à Bunia, dans l'Ituri, nos équipes, elles n'ont identifié qu'un seul prestataire local. Mais voilà, on a identifié leur solution, on s'est dit que ça pouvait correspondre au minimum, au standard minimum de ce qu'on recherchait, et donc on a décidé d'y aller. Pour nous, l'important, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces partenaires-là pour structurer en fait sur le moyen terme leur activité, les aider à mettre leur solution en conformité avec les exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, à augmenter les capacités de prise en charge, etc. Et il posait aussi une question sur la nature des partenariats qu'on nouait avec les acteurs locaux. En fait, ça dépend de la nature de la structure avec laquelle on travaille. Si c'est une entreprise, on va avoir un contrat de prestation de service. Si c'est des associations, ça va être des conventions de partenariat. Pareil, si c'est des initiatives communautaires, etc. Et il y a deux questions qui sont peut-être plus dirigées pour les équipes, donc je vais les laisser répondre. Mais il y avait une première question de Fiacre qui demandait, je crois que c'était aux équipes du Burkina, quelle était la cause des 10% de sachets non récupérés. Donc ça, je laisse les équipes répondre. Et une deuxième question de Dico qui demande ce qui a été fait, pareil pour le Burkina, qu'est-ce qu'on fait des produits résultant de la pyrolyse. Donc ça, je laisse les équipes répondre. Voilà, donc pour les 10%, on a répondu déjà juste avant, mais peut-être pour la seconde question. Ah, ok. Ok, merci à Pascal, merci à Kaloubi pour sa question. Pour les produits résultats un peu, il faut dire que les 590 kilos de pyrolyse de sachets plomb-punot qu'on a recueillis, on a pu faire la pyrolyse et lors de cette pyrolyse, nous avons recueilli 173,42 litres de carburant
Et ce carburant, il faut dire qu'il est déjà en cours d'analyse. Assimilé à cela, on a aussi obtenu une infime partie d'aluminium qui est d'environ 3,37 kg et aussi de la paraffine du noir de carbone qui a aussi une quantité de 365 kg et 62 kg et du syngas. C'est un mélange de gaz combustible dont on a eu environ 50 kg. Donc, c'est un peu le résultat obtenu lors de ces pyrolyses. Et il faut dire pour ce carburant-là, on avait vraiment l'utilisation, on voulait, comme on a des zones à déchets au niveau de ces 6 formations sanitaires, c'était de l'utiliser pour l'incinération de nos déchets à ce niveau. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut dire que ce carburant-là, il est en cours d'analyse pour vraiment mesurer l'impact et voir sur quel type de carburant elle est dirigée, du super ou bien du gasoil. Donc, on est en attente des résultats. Pour ce qui est de l'aluminium, il faut dire que c'est de l'aluminium brut, au fait, qu'il faut encore retravailler. Et elle pourra aussi être utilisée pour la fabrication plutôt des emballages en aluminium et autres. Pour la paraffine, bon, ça, on n'en a pas vraiment discuté, mais c'est des trucs qui peuvent être utilisés dans des hauts fourneaux. Et voilà, c'est un peu ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Toutes ces explications sont très intéressantes. Donc, la pyrolyse, c'est vraiment expérimental. C'est quelque chose qui est en cours de conception. Voilà, sur lequel on doit faire aussi beaucoup de recherche et d'analyse. Donc, c'est un travail de recherche. Et donc, il nous faut savoir aussi que contient, qu'est-ce qui est à l'intérieur du carburant qu'on obtient, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un processus de recherche très intéressant et qui intéresse beaucoup de monde, bien sûr. Maintenant, on va passer au Tchad, donc, à notre autre équipe. Voilà, c'est Kevin qui va nous présenter le même projet au Tchad, donc, avec des différences importantes. Et vous verrez, la base du projet est la même, mais après, on est sur beaucoup plus de distance. Voilà, donc je te passe la parole, Kevin, à toi. Ah, il est parti. Il est parti au moment où on lui donnait le micro. Ah, c'est bon. Allô? Vous nous recevez? Oui, Kevin, on t'entend. Vas-y, c'est à toi. Tu me dis quand je dois changer la vue. Hein? À toi, Ok. merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut couper là-bas. Désolé, on a un problème de nous accorder 2 minutes. Ça fait l'interférence, vous coupez carrément. Alors, on revient, je ne sais pas si vous nous entendez. On va faire une petite présentation rapide avant de commencer à défiler les diapos.
Moi, c'est Kevin Igor Nagoudé, comme Pascal avait souligné au début, coordinateur logistique à l'Himalaya Santé sur la mission Tchad. Je suis avec mon collègue Limassou qui est là, il va se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Libassou Saleh, je suis le référent climat à l'air santé et nous travaillons en consortium avec Anima. Merci. On est avec un autre collègue qui va se présenter rapidement. Oui, merci à vous tous. Et moi, c'est Madjirangue Hassan, superviseur des activités logistiques environnement CTCS. Alors, merci Pascal. Alors, nous allons commencer. Alors, concernant la mise en œuvre sur le projet Enviro, spécifiquement sur les collectes et la valorisation des sachets PPN, je crois que c'est un projet qui a débuté depuis 2023 jusqu'à ce jour. Au début, nous avons eu un peu de soucis de la mise en œuvre, mais par la suite, après 1 an et demi de l'expérience, on commence à vraiment expérimenter et développer sur ce projet. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours des bases vers le lac et des bases vers l'est et aussi au niveau Logone occidental et centre ici. Donc, ceci nous a permis vraiment de développer ce projet en accord avec les autres partenaires au niveau local. Diapo. Alors, Alima, comme présenté, c'est un consortium. C'est un consortium qui a distribué plus de 3000 d'intrants nutritionnels au Tchad depuis 2012 qui sont là parce que notre domaine d'intervention, c'est la santé nutritionnelle. Donc, ça fait qu'on est beaucoup plus en partenariat avec le ministère de la Santé dans les centres de santé, postes de santé, les hôpitaux et les districts. Le démarrage du projet en 2022 avec un financement ECO. Donc, c'est un projet transversal qui couvre l'ensemble de la mission au Tchad. Donc, nous avons le projet N'Djamena, projet Ngouri, qui se situe à 234 km de N'Djamena. Le projet Liwa, qui est à 285 km de N'Djamena et l'Est qui est à 1000 quelques kilomètres. Slide. Alors, au moment de la mise en œuvre, les vides sachets sont collectés dans les UNA, les centres de santé sur l'ensemble de la mission. Les mamans ramènent les vides sachets en contrepartie d'une prime selon le nombre de sachets reçus pour encourager à ce que les sachets ne puissent pas se disperser dans les villages, dans les centres de santé, dans les quartiers, dans les hôpitaux. Donc, les ressources et les moyens nécessaires ainsi que le dispositif de collecte des vides sachets ont été mis en place, notamment les outils, les seaux avec des couvercles, avec des affiches pour orienter au lieu d'amener les sachets et ça soit dispersé. Donc, dès que c'est amené, on a mis en place dans chaque centre de santé et poste de santé des dispositifs de collecte avec des seaux en couvercle, en roulette, qui nous permet de récolter les sachets avant de passer maintenant au paquetage. Donc, dès qu'on reçoit les sachets, chaque fin du mois, on fait le paquetage. On a mis en place des outils aussi à la disposition des centres de santé qui permet que si les sachets arrivent au centre de santé, ils nous remettent directement. L'équipe logistique passe chaque fin du mois pour la collecte, mais avant de collecter, comme c'est réuni dans des barriques, dans des seaux, on le met dans les sachets, on pèse pour voir combien de kilos exactement et après on remet. Dès que c'est pesé et paqueté correctement et étiqueté avec le nombre de kilogrammes, ainsi de suite, par centre de santé, nous, on collecte et on fait l'acheminement directement dans notre entrepôt central qui est au niveau de N'Djamena sur le projet INT HTC à la capitale. Donc, ça nous permet maintenant de disposer ça correctement dans l'entrepôt. Ensuite, on continue l'acheminement. Dès que c'est bon, on continue l'acheminement sur le partenaire de mise en œuvre. Donc, il y a quelques images que vous voyez des réalisations et autres
ce n'est pas non seulement pour le Tchad, mais c'est pour les autres projets aussi au Burkina. Et la petite image à côté, c'est une partie du stock au niveau central, c'est une partie de zone de stockage niveau central qui est en N'Djamena, qui était construit et c'est une isolation faite dans un conteneur de 40 pieds qui nous a permis dans le passé de stocker les vides sachets PPN. Aussi, dans le passé, nous avons expérimenté que c'est mieux qu'on puisse faire des isolations thermiques avec des étagères. Avant, au début, c'était des difficultés. On a eu des petites difficultés, mais par la suite, on a essayé d'améliorer. Alors, l'autre image, diapo, premier diapo, ouais. OK. L'autre image, ça démontre l'étape de la mise en œuvre entre les zones de stockage et stock central. Donc, dans un premier temps, sur l'aperçu global, vous allez voir que c'est d'abord le message qui doit être passé par la sensibilisation. La sensibilisation par qui? Par nos équipes, par les primés, par l'équipe médicale qui travaille 24 sur 24 avec les patients, avec avec les personnels du ministère de la Santé qui sont mis à notre disposition. Donc, c'est la sensibilisation, de passer l'information dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les INA, ainsi que dans les districts. Donc, lors de réunions, on passe des informations. Ce petit dispositif en grillage avec les seaux en couvercle et des logos dessus, c'est une zone de stockage au niveau de chaque centre de santé. Ça nous permet de collecter et mettre d'abord dans ces seaux et après on fait le paquetage avant de remonter dans l'entrepôt au niveau central. La deuxième étape maintenant, c'est 2 zones de stockage que nous avons mis en place sur le projet CDC actuel, parce que dans le passé, sur ECO, on n'a pas de zones de stockage décentralisées dans les zones d'intervention. Donc, on avait jugé mieux de mettre en place 2 zones de stockage à Ngouri. La zone de stockage de Ngouri va couvrir tous les collègues, tous les vides sachets qui vont descendre du lac, du côté lac, et la zone de stockage qui est à Cosbeda, que l'image se trouve un peu en bas, c'est destiné pour collecter tous les sachets qui vont venir du côté Ouadaï, Silla, Est, et ainsi de suite. Donc, après avoir collecté et paqueté maintenant, on organise l'acheminement à la zone de stockage centrale, qui est le conteneur 40 pieds mis en place, que vous avez vu l'image de l'autre côté. Donc, ce conteneur nous permet de réceptionner et vérifier le paquetage, vérifier les kilogrammes et stocker avant qu'on puisse acheminer pour le processus de recyclage chez le partenaire au niveau local. Alors, image un peu en bas, c'est l'image sur CDCS. Nous avons reçu une visite de DG ECO qui veulent absolument descendre dans quelques centres de santé et la zone de stockage pour voir la réalité de ce qu'eux, ils ont eu comme information. Donc, on a fait un tour avec eux dans les centres de santé qui sont à la proximité à la capitale. Ils ont vu et on a essayé d'échanger pour renforcer le partenariat avec eux et de renforcer aussi le partenariat avec les autres organisations qui sont intéressées sur ce projet. Diapo. Alors, N'Djamena, en 2000, pour l'année 2025, avec le projet spécifique CDCS, nous avons collecté spécifiquement ce qui concerne le sachet PPN. Nous avons collecté sur le projet N'Djamena 528 kg de PPN collectés en attente de recyclage, mais c'est déjà transféré. Et en Ngouri, nous avons collecté 600 kg qui est déjà transféré en N'Djamena et transféré chez le partenaire de la mise en œuvre pour la fabrication des briques. Et à Liwa, nous avons collecté 238 kg qui est déjà transféré et ensuite acheminé chez le partenaire.
Et à Gosveda, nous avons nous avons collecté 46 kg. Alors, pourquoi à Gosveda, c'est un peu chuté? Parce qu'à Gosveda, c'est cette année seulement que nous avons mis en place la prise en charge de distribution de PPN dans les centres de santé. Alors, l'autre difficulté et défi et challenge sur ces collectes, c'est la réduction du nombre de centres de santé, c'est la réduction des UNA, c'est la réduction des activités vis-à-vis de manque de financement que la mission avait connu cette année. Donc, ça fait que le volume de nombre de sachets collectés en 2024 est diminué, est plus par rapport au volume actuellement collecté en 2025. Donc, c'est sûr, nous a pénalisé un peu et nous avons accusé un peu de retard pour la production des briques. Mais cette fois-ci, on a déjà presque 3 tonnes de vides sachets collectés qui est déjà transféré pour la fabrication. Diapo. Alors, quelques défis et challenges sur ce projet. Absence de plusieurs entreprises ou prestataires dans le domaine, notamment c'est le cas du Tchad. Au début, en 2023, lors de l'innovation sur le projet pilote, c'était un seul prestataire qui était dans le domaine qui est le RECIDEP. Et la mission avait eu des difficultés pour faire une mise en concurrence, pour avoir plusieurs prestataires dans le domaine. Et on est obligé d'aller de l'avant avec ce prestataire, avec notre formule, recommandations et autres. Donc, ceci nous a permis de faire une bonne prestation avec lui, qui nous a permis de produire 5288 briques que nous avons utilisé pour d'autres fins, aménagement d'espaces verts et la construction de zones de stockage et aussi la construction d'un bureau écologique avec rien que les briques avec les sachets PPN. Alors, l'autre défi aussi, c'est la réduction du nombre de centres de santé, j'ai souligné au début, versus 2024. C'était aller vite parce qu'il y avait plusieurs centres de santé, UNA et les postes de santé, ainsi de suite, mais cette fois-ci, c'était le contraire. Il y a aussi sur CDCS, il y a aussi le manque de primes d'encouragement qui freine la collecte en 2025, ce qui n'a pas été budgétisé sur CDCS. Nous avons pris en compte l'aspect sensibilisation et voir comment mettre en place des dispositifs et plus se sensibiliser pour que ça remonte. Mais malheureusement, cet aspect manque à la mise en œuvre pour le moment. Et aussi, l'autre défi, c'est l'indisponibilité de filières de recyclage qualifiées dans certaines zones. Donc, ici, on peut parcourir 1200 quelques kilomètres pour arriver à Gosveda. Mais on n'a pas de filière de recyclage, on est obligé de collecter et acheminer sur le terrain. Heureusement pour nous, on fait souvent de la logistique inverse avec nos véhicules pour acheminer les petites quantités, pour acheminer une partie. Et si c'est de gros volumes maintenant, c'est là où on fait l'acheminement avec le transport camion et autres pour amener une fois pour toutes. Et l'autre difficulté, c'est l'inaccessibilité de certaines zones d'intervention pour la collecte, mais la sensibilisation continue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur certaines zones, on est limité par les wadis, on est limité par la route que le véhicule ne peut pas arriver, on n'a pas de moyens moto pour accéder d'autres UNA, d'autres centres de santé pour aller collecter. Mais on continue toujours la sensibilisation si l'équipe passe, les superviseurs, les infirmiers superviseurs primés passent dans les centres de santé, on profite de demander à ce qu'ils puissent sensibiliser pour que ça remonte. Et aussi, il y a une faible volume de sachets qui remonte au niveau central. Donc, j'ai souligné ça tout à l'heure, c'est dû à la réduction des activités. Je crois que
c'est tout de mon côté. Je ne sais pas si le coordinateur Limassou a quelque chose à ajouter. Merci. Ok, merci Kevin. Et merci. Moi, je crois que tout a été dit, hein. La seule difficulté que nous avons connue au courant de l'année 2025, c'est lié au gel du financement américain parce que sur certaines zones d'intervention comme à Liwa, où on était présent dans la prise en charge des déplacés internes, du coup, quand il y a eu ce gel-là, on n'avait plus la possibilité de couvrir les sites de déplacés. Donc, comme l'a relevé Kevin, s'il y a eu cette diminution en termes de tonnage des sachets, c'est lié à ce gel de financement. Donc, on n'avait plus la possibilité d'alimenter régulièrement, bien d'assurer la prise en charge de ces déplacés internes-là. Donc, notre difficulté, comme il l'a souligné, de l'est du Tchad jusqu'à arriver à N'Djamena, ça fait 1200 km de route. Et en saison de pluie, certains sites sont également isolés. Donc, il y a cette difficulté liée même à l'accessibilité. Voilà quelques éléments qu'il voulait apporter comme complément, mais globalement, quand il a relevé la diminution de sachets qui remontent des zones d'intervention au niveau central, eh bien, c'est lié justement à ce gel de financement. Et comme il n'y a pas d'autres alternatives pour le moment, donc on se contente simplement de collecter là où on a la possibilité de le faire en ce moment. Donc voilà quelques éléments que je voulais apporter comme complément. Merci. Bon, merci beaucoup Kevin, merci beaucoup Limassou, c'est très intéressant. On voit que vous êtes directement sur le terrain avec les vrais problèmes que peuvent poser le terrain. Donc, la grande différence entre les deux projets, là, au Burkina Faso et au Tchad, c'est qu'au Tchad, il y a des distances assez énormes à couvrir. Du coup, au niveau logistique, ça pose d'autres contraintes. Ngouri et surtout Liwa, c'est déjà à plus de 500 km dans une région un peu dangereuse. Et Gosbeda est à plus de 1000 km. Donc, effectivement, ça pose des problèmes énormes, mais qui ont été résolus, comme l'a dit Kevin, par le recours à la logistique inverse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus, Kevin, peut-être en mentionnant le cas de Gosbeda, mais aussi de Liwa Ngouri? Qu'est-ce que c'est la logistique inverse du coup pour vous, Kevin? Alors, merci beaucoup, Pascal. Quand je parle de la logistique inverse, je parle de travail de collecte au niveau des projets. Le micro est coupé. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Badi. OK. Donc, le projet, je prends l'exemple, le projet Liwa. Le projet Liwa est situé à 230 km de Ngouri. 528 km. Et Liwa est à 500 quelques kilomètres de N'Djamena. Maintenant, pour faire la logistique inverse, quand on fait un mouvement, nos véhicules font souvent des kisses entre ces deux bases. Et ces deux bases, s'ils arrivent à Liwa et qui devraient faire le retour, ils chargent s'il y a des sachets disponibles que le volume peut entrer dans notre véhicule, dans notre propre véhicule. Ils font le paquetage, ils chargent, ils chargent et ils transfèrent au niveau de zone de stockage du lac qui se trouve à Ngouri. Et si c'est un mouvement direct sur N'Djamena, le véhicule continue avec ça directement au niveau du stock central de N'Djamena. Donc, si on reçoit
les sachets de Ngouri, ça peut être le sachet retourné de Liwa plus Ngouri. Et quand je parle de la logistique inverse, on distribue après avoir consommé, on collecte et on récupère, on ramène au niveau central pour recycler. Donc, c'est applicable sur tous les projets vers l'Est ainsi que le projet LAC. Donc, ce n'est pas forcément avec le véhicule de transport ou bien avec le transporteur privé que nous, on achemine les vides sachets. On fait l'acheminement aussi avec nos propres véhicules. Donc, après avoir recevoir du terrain, ils font le retour à la capitale comme ça. Nous, on met à la disposition. Voilà un peu ça. D'accord, merci. C'est très intéressant. C'est très intéressant de la logistique inverse. C'est un sujet important. Hein. Il y a un autre point qui a été crucial dans le projet, très important et qui a très bien fonctionné. C'est le volet sensibilisation pour les mamans, mais ça a été étendu à d'autres acteurs de la société civile, comme on a vu sur les photos. Hein. Les mamans ont très, très bien adhéré et ça a fait la réussite du projet. Et il y a eu beaucoup de travail fait sur cette sensibilisation, mais ça a vraiment été un point important. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Limassou, ou peut-être aussi l'équipe du Burkina Faso? Je pense que c'est un point clé du projet, cette sensibilisation. Ça a fait marcher le projet. Donc, je ne sais pas qui peut... Docteur Noufou, Limassou, est-ce que vous voulez répondre à ça, nous éclaircir un peu là-dessus? Vas-y, Kevin. Oui, Pascal, le volet sensibilisation, je crois que c'est même le noyau du projet. Hein, c'est de la viabilité du projet dépend de cette activité. Si jamais les mamans n'étaient pas sensibilisées, n'étaient pas impliquées dans la chaîne de la transmission, je crois qu'on n'aurait même pas ce stockage que Kevin a communiqué tout à l'heure. Donc, l'une des bases essentielles, je dirais, pour la collecte des sachets plastiques, c'est l'implication des mères des enfants malnutris. Donc, à ce niveau, je crois que même si aujourd'hui on évoque la question des difficultés liées au financement, eh bien, les mamans continuent à collecter les sachets. Elles continuent à collecter les sachets parce qu'elles sont appropriées simplement cette dimension de projet. Donc, la viabilité ou bien la durabilité de ce projet va dépendre également de l'implication au niveau de mamans, c'est-à-dire au niveau communautaire. Et d'autre part, nous avons eu également à former les agents de santé communautaire hein, sur la notion de comment collecter, trier les déchets, en fait les différents types de déchets dans les centres, dans les zones où nous intervenons. Peut-être du côté de l'Est, on ne l'a pas encore fait, mais dans le lac, globalement, nous avons eu à donner cette formation initiale là déjà aux agents de santé communautaire qui est en complémentarité avec les mères des enfants malnutris ont déjà maîtrisé cette dimension de la collecte des sachets plastiques. Donc voilà ce que je peux apporter en termes de viabilité bien à la durabilité de ce projet. Merci. OK, merci beaucoup. Peut-être quelqu'un de l'équipe du Burkina voudrait nous en parler de ça, de cet aspect-là, parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Oui, je pense que c'est pratiquement la même stratégie parce que nos systèmes de santé ne sont pas trop différents. Et on s'est appuyé également, en plus si vous prenez, en plus des agents communautaires, nous, on a impliqué un peu les agents de santé qui, lorsqu'ils reçoivent les mamans et les enfants malnutris, ne cessent de revenir vraiment sur l'importance du retour des sachets PPL. Et ça, c'est devenu maintenant une manière intégrée dans la prise en charge des enfants malnutris dans les centres de santé que nous appuyons. Donc, ce qui fait que non, ce qui permet la pérennité de ce projet et même dans les formations sanitaires
que le consortium n'appuie pas, le district sanitaire a décidé de façon volontaire d'intégrer un peu cette stratégie. Ils nous ont juste demandé de les appuyer pour le stockage et le transport de ces sachets. Donc, je pense vraiment on a respecté un peu je vais dire la pyramide sanitaire en impliquant depuis le plus haut niveau, donc ça, le ministère de la Santé, pour qu'ils comprennent très bien la stratégie, et également au niveau des directions régionales de santé et au niveau des MCT qui sont chargés vraiment de la mise en œuvre de la politique sanitaire au Burkina Faso. Donc, quand ils ont bien compris cette stratégie, ils l'ont intégrée dans la prise en charge même des enfants malnutris. Et au-delà de ça, au-delà des ATPE, même les LNS qui sont utilisés pour renforcer un peu la nutrition des enfants qui ne sont pas malnutris, ils ont demandé à ce que cette stratégie de collecte également soit dupliquée à ce niveau. Donc, ça part au-delà même des ATPE. Donc, je pense que c'est l'implication de toute la chaîne sanitaire qui a donné quand même un plus à ce projet. Et actuellement, vous allez voir que non, c'est assez pérenne, même dans les formations sanitaires que nous appuyons pas. Cela marche et il y a une très bonne collecte de ces sachets d'ATPE. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y a un dernier point sur lequel je voulais insister, qui est un facteur de réussite du projet, c'est que tout ce qui est sensibilisation, toutes les activités ont été strictement intégrées au projet médical. Et ça, je pense que c'est très important et que ça a donné de très bons résultats. Ça n'a pas été un projet indépendant du projet de nutrition, ça a été intégré et ça a été vraiment un grand facteur de réussite. Si vous pouvez nous dire un mot là-dessus, sur l'intégration dans le projet de nutrition médicale. Oui, c'est comme je le disais, ça veut dire ce projet a été vraiment intégré dans la stratégie de prise en charge nutritionnelle parce que le rythme de suivi des enfants malnutris, c'est de 14 jours, donc ce qui permet à l'agent de santé de revoir l'enfant et la maman chaque 14 jours. Donc, cela a facilité vraiment le retour de ces sachets que l'enfant consomme en communauté. Donc, voilà, ce rythme de suivi est vraiment le tendon d'Achille, si je peux le dire, et de la réussite de ce projet, au fait. Et c'est vraiment un maillon sur lequel on s'est appuyé. Et aussi, le système sanitaire s'est appuyé sur ça également pour renforcer la sensibilisation et voir pour les mamans qui n'amènent pas la quantité normalement qui devait être retournée et renforcer encore cette sensibilisation pour voir est-ce qu'il y a des points qu'elle n'a pas compris ou pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est dans le suivi des enfants malnutris et en plus de prendre les constantes de l'enfant, on demande également à la maman où sont les sachets PPN que tu as utilisés. Et aussi, cela a un plus pour le ministère de la Santé qui veut avoir un œil sur la traçabilité des PPN, des ATPE qui sont remis aux mamans, parce qu'il y a beaucoup de bruit qui coule qu'il y a certaines personnes qui les revendent sur le marché. Donc, c'était également un moyen pour le ministère de la Santé de pouvoir avoir un œil sur ces ATPE qui circulent dans la ville, si on peut le dire ainsi. Oui, alors bien sûr, c'est très intéressant. Oui, le projet augmente la traçabilité des produits nutritionnels. On comprend très bien pourquoi. C'est particulièrement intéressant, oui. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas de questions particulières. Donc, on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Donc, en conclusion, on peut dire il y a ces 3 points qui sont très positifs. C'est intégration au projet régulier,
ce qui fait qu'on utilise le même personnel quasiment, hein. Ça fait aussi financièrement, c'est aussi intéressant. L'aspect de sensibilisation qui a été mené sur plusieurs fronts. Donc, il y a eu la sensibilisation des mamans, mais il y a eu des petites pièces de théâtre qui ont été faites. Il y a eu des sensibilisations au niveau de plusieurs acteurs de la société civile. Ça a très bien marché. Et le travail d'intégration, le travail avec le ministère de la Santé lui-même, qui bien sûr est de première importance et dont dépend la pérennité, la durabilité du projet pour que ça perdure au-delà de notre action à nous. Donc, comme l'a noté Jérémy au début, c'est un projet qui fait tache d'huile. Même du coup, quand il n'y a plus les financements, le plastique va être collecté quand même. Et ça, collecter le plastique et le stocker, c'est déjà une grande avancée. Tout le plastique qui est stocké correctement et pas dans l'environnement va pas créer des problèmes et des dommages dans l'environnement. Donc, le stockage est une très bonne chose et déjà une très bonne réussite. Après, le recyclage, c'est un travail de longue haleine. Il faut travailler avec les acteurs, les accompagner comme on a vu au Burkina et au Tchad. Donc, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Jérémy, tu voudrais dire un mot peut-être pour finir? Ouais, merci Pascal. Non, bah, en effet, hein, c'est un projet, chez Alima, qui nous tient à cœur, qui a vraiment permis en fait, d'enclencher une dynamique assez vertueuse en, en réussissant à capitaliser sur ce qui avait été fait dans un premier temps à N'Djamena et à Ouagadougou et qui a permis d'inspirer d'autres équipes projets dans nos différentes missions pays, mais aussi globalement qui a contribué en fait je dirais, à populariser, entre guillemets, notre action environnementale, notre feuille de route environnementale. Et donc, c'est un projet, voilà, nous, on en a beaucoup parlé pendant les maps, enfin, les mises à plat, nos séminaires annuels de revue de projet, d'analyse de nos stratégies. On a fait beaucoup de communication en interne dessus, donc c'est quelque chose vraiment qui parle aux collègues et qui est, malgré les défis, malgré les challenges que les équipes ont rencontrés et qu'elles ont pu détailler aujourd'hui, c'est une approche qui reste relativement simple à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, voilà, dans la plupart de nos contextes d'intervention, il y a des solutions qui existent. Il s'agit surtout voilà, de réussir à prendre le temps de les identifier, de travailler avec les structures localement et travailler ce lien de confiance avec elles. Et puis voilà, ensuite de réussir à l'intégrer dans les activités régulières, dans les activités classiques. Les coûts ne sont pas faramineux, contrairement à d'autres solutions environnementales voilà, qui ont un coût d'entrée peut-être plus important. Donc nous, voilà, c'était une bonne porte d'entrée pour mettre en œuvre notre feuille de route environnementale chez Alima. Et je remercie vraiment nos équipes au Burkina Faso, au Tchad et en RDC aussi qui permettent de rendre ça possible, quoi. Et merci évidemment au CA pour nous avoir accompagnés tout au long de la démarche. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kevin, je vois que tu avais levé la main. Est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin? Oh, en fait, c'était déjà bon. C'était bon, merci. D'accord, d'accord. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Vous pourrez le retrouver sur le site du CA avec les autres webinaires et tous les documents qu'on met en ligne. Donc, on a une étude de cas sur la collecte et le stockage de ces sachets de Plum Peanut qui est en ligne sur le site du CA. Vous trouverez ce webinaire également, le webinaire de la semaine dernière aussi sur les feuilles de route environnementales. Donc,
Notre prochain webinaire doit avoir lieu la semaine prochaine. Il est aussi question de déchets, c'est sur la caractérisation des déchets. Donc, suivant le principe que l'on ne peut agir que sur ce que l'on peut mesurer. Donc, il nous faut avoir une mesure du déchet, ce qui n'est pas évident, pour pouvoir agir dessus. Et donc, ça, c'est le webinaire de jeudi prochain, donc à la même heure, même jour, même heure, la semaine prochaine. Voilà, vous avez nos contacts ici sur cette dernière vue. Daninka est la coordinatrice des projets sur les partenariats en Afrique, donc vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Et j'espère que vous nous rejoindrez pour le webinaire de la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.